Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, effectivement, cette fin de matinée, nous souhaitons qu'on passe un petit moment d'échange, sur la question sur un sujet qui, je pense, nous intéresse tous, qui est celui de l'habitat partagé et inclusif, puisque notre collectivité a fait le choix d'orienter une partie de sa politique à destination des personnes âgées ou souffrant de handicap vers l'accompagnement du maintien à domicile, avec notamment un soutien à l'adaptation du logement. Sur cette question, s'il est évidemment compréhensible à divers égards que la population plébiscite ce soutien de maintien à domicile, force est de constater que rester chez soi ne constitue pas toujours la solution la plus adaptée ou adaptable, car habiter loin du centre-ville, sans accès à des services publics ou médicaux en toute proximité, loin de ses proches quelquefois ou de ses activités, peut devenir en effet un facteur important d'isolement. Et pour permettre aux personnes de disposer justement de la possibilité de se maintenir dans un domicile adapté et accueillant, des solutions alternatives existent, notamment au travers de l'habitat partagé et de l'habitat inclusif, qui constitue une passerelle entre le maintien à domicile et l'accueil en établissement. La convention tripartite entre l'État, la CNSA et le département pour l'habitat inclusif qui a été signé sur la période 2023 et 2029, ainsi qu'un appel à candidature de la même CNSA dernièrement, ont d'ores et déjà permis à ce jour de soutenir plus d'une trentaine de projets au titre de l'aide à la vie partagée, de 34 de mémoire, 34 plus exactement. Et si ces financements constituent aujourd'hui une avancée que nous avons soutenue, il demeure encore très certainement insuffisant au regard des besoins exprimés par les acteurs du secteur et les potentiels bénéficiaires. Et dans un territoire où le coût et la disponibilité du foncier, on en a déjà parlé un peu ce matin, contraignent considérablement les choix de vie et les initiatives de la population, nous devons de favoriser au maximum l'accès à ces solutions alternatives d'habitat, notamment celles qui sont portées par des associations ou par des collectifs de particuliers plus spécifiquement. Aussi, nous souhaiterions particulièrement vous interroger sur deux points. Est-ce qu'il est envisageable aujourd'hui que le soutien départemental à l'habitat inclusif et partagé soit complété en dehors de la convention tripartite en cours avec l'État et la CNSA? Et secondement, est-ce que justement concernant cette convention, est-ce qu'il est prévu un éventuel nouvel appel à manifestation d'intérêt sur l'aide à la vie partagée et si c'est le cas, selon quel calendrier et le cas échéant, quelle modalité de mobilisation des acteurs est-il prévu pour en garantir la pleine réussite dans des délais, on l'espère, pas trop éloignés? Je vous remercie. Merci. Donc c'est Madame Tilly qui va répondre à votre question. Oui, merci pour cette question. Donc, Monsieur le conseiller départemental, chers collègues, donc, dans le cadre de notre stratégie que vous connaissez départementale pour l'autonomie, donc nous nous sommes fixés comme objectif, et je vous l'ai dit tout à l'heure, la structuration donc, de l'offre de services et de soins qui permettent d'accompagner donc, la prise en charge des seniors et des personnes handicapées, mais aussi, je pense, à leurs aidants, et afin de leur garantir une solution qui est adaptée donc, à la diversité des situations auxquelles nous sommes confrontés. Alors, en matière d'hébergement, cela se traduit chez nous, dans les Hauts-de-Seine, par une action extrêmement volontariste pour favoriser le maintien à domicile, qui est central, comme vous l'avez dit, puisque c'est un choix qui est clairement exprimé par nos aînés, à plus de 80%, de rester chez eux le plus longtemps possible. Et c'est le sens de la création, notamment de l'agence autonomie, qui est là pour répondre, structurer l'offre. Mais comme vous l'avez très bien souligné, ce maintien dans le logement rencontre certaines limites, et y compris pour des personnes dont la perte d'autonomie est relative. Et donc, il est important d'avoir une offre de logement qui va pouvoir répondre aux aspirations de nos concitoyens qui vivent difficilement leur maintien à domicile. Et c'est la raison pour laquelle nous travaillons donc à une diversification, et ça, dès le début de la stratégie que nous avons mis en place, sur une offre de logement qui puisse notamment, qui s'appuie notamment actuellement sur nos 42 résidences autonomie pour les seniors, et qui constituent, et comme on peut le constater, un intermédiaire entre le domicile et l'EHPAD. Nous voulons qu'elle développe une offre
de services renouvelés qui mettent davantage l'accent sur des animations, les ateliers de prévention, de la perte d'autonomie ou encore des activités ouvertes sur l'extérieur. Et nous les accompagnons pour justement franchir ces caps dans les résidences autonomie. Notamment, je pense à ma visite rien que d'hier à Châtillon, où nous avons vu effectivement que les versements financiers que nous apportons aux résidences autonomie, avec ces 20 millions d'euros qui ont été mis en place, permettent dans les résidences autonomie d'apporter un confort, une sécurité, du lien social. Et c'est un très beau projet. Et je peux que vous inviter à aller visiter notamment le jardin extérieur de la résidence autonomie de Châtillon, ainsi que les lieux intérieurs qui ont été tout refaits. Et c'est dans cet esprit que nous voulons développer également l'habitat inclusif. C'est des logements donc indépendants qui donnent aux habitants une autonomie accrue tout en ayant des espaces de vie partagés avec une animation au quotidien et ce dont vous avez parlé, l'aide à la vie partagée avec une maîtresse de maison qui est financée par le département et qui va entre 6 000 et 7 000 euros selon la nature des besoins. Et c'est financé par an et par résident. Donc nous avons lancé en 2022 un AMI qui a permis donc à 17 organismes gestionnaires de proposer 31 projets d'habitat inclusif qui assurent donc la présence, l'accueil de 124 personnes âgées sur le département et de 135 personnes handicapées. Sur la période de 7 ans, qui va aller de 2023 à 2029, ces projets représentent un budget total de 11,3 millions d'euros pour l'aide à la vie partagée, qui était financé à 80% par la CNSA et 20% pour le département. En 2024, il y a 15 habitats partagés qui étaient ouverts sur 11 communes et qui accueillent donc 49 personnes âgées et 61 personnes handicapées. Et les 16 autres projets vont être déployés progressivement par les organismes que le département soutient et accompagne. Je tiens à préciser que cela aussi est un travail supplémentaire auprès de nos services, notamment des pôles des solidarités, que je remercie parce que c'est un long travail d'accompagnement, étant donné que ce sont des nouveaux projets, pour certains des nouveaux porteurs. Ça nous demande une intervention assez conséquente. Alors, il n'est pas possible de compléter le soutien départemental à l'habitat inclusif en dehors du cadre actuel, sauf à publier donc un nouvel AMI. Et je vais répondre à votre question que vous attendez, effectivement, après avoir fait un bilan précis, parce que c'est important, comme je vous le disais, avec nos équipes, de faire un bilan sur les bons porteurs, ce à quoi ils sont confrontés, les difficultés. Et il y en a, les difficultés dans les Hauts-de-Seine ne sont pas celles des départements à côté, notamment au niveau du foncier. Et donc, nous allons, au vu de ce bilan que nous avons fait, déployer. Et donc, nous envisageons de relancer une AMI à la fin de l'année afin de développer encore plus largement cette offre, notamment à destination des personnes en situation de handicap et pour lesquelles les besoins sont importants et pour lesquels plusieurs organismes ont exprimé leur volonté de porter de nouveaux projets. Donc, dans le cadre de ce nouvel AMI, conformément à l'évolution de la réglementation, l'aide à la vie partagée sera désormais prise en charge de façon paritaire entre la CNSA, 50%, 50% le département. Là, une fois de plus, vous voyez que entre les 80% du début et les 50%, c'est un coût pour notre collectivité. Et je remercie le président, après avoir fait ce bilan que nous avons eu sur les différents habitats inclusifs, de continuer à développer, à déployer ce mode d'hébergement qui effectivement est une des réponses parmi tant d'autres, et sur lequel nous allons, bien évidemment, d'année en année, ajuster notre demande, accompagner toujours plus. Donc, il ne semble pas y avoir de problème de mobilisation des acteurs sur ce lancement de ce prochain AMI, bien au contraire, et les équipes du département sont en contact avec plusieurs porteurs de projets qui ont d'ores et déjà fait savoir qu'ils sont prêts à ouvrir des nouveaux habitats inclusifs sur le département des Hauts-de-Seine. Et je ne peux que vous convier, si vous avez l'occasion, d'aller visiter ces habitats inclusifs. Je regarde notamment les maires sur certaines de vos communes. C'est un lieu particulier qui ressemble vraiment à rien d'autre qu'un habitat inclusif partagé, à la fois auprès des personnes âgées. On s'aperçoit notamment des résultats incroyables, notamment par rapport à la maladie d'Alzheimer, des personnes qui ont quitté, je dirais, des EHPAD très fermés et qui sont aujourd'hui dans des habitats inclusifs.
prennent moins de médicaments, sont beaucoup plus ouverts. Donc ça, c'est important. Donc il y a des études qui sont faites aussi. Et je pense notamment aussi, et là notamment avec l'UNAFAM, un gros partenaire qui s'est lancé sur un habitat partagé à Bagneux. Assez incroyable aussi, des personnes qui étaient vraiment dans des établissements très fermés, qui sont aujourd'hui dans un habitat inclusif et qui évoluent remarquablement bien. Donc j'espère qu'on pourra faire des bilans, notamment auprès de l'ARS, pour leur démontrer que ces solutions sont absolument bénéfiques pour ces publics.